J'arrive à l'appartement un peu saccagé partout. Des espèces de bonbonnes là où les jeunes prennent pour s'en mettre plein le nez, je sais pas ce que c'est, bonbonnes de gaz. Alors j'ai fait plusieurs erreurs. J'ai acheté un parking sans crédit parce que je me suis dit, parking. Alors j'avais trouvé une bonne affaire. J'ai trouvé un parking pas cher dans le 6e arrondissement de Paris. La théorie est incroyable, la pratique, pas bon. Vous êtes sur Ça fait un bail, c'est Jérémy. On va se faire un épisode hyper varié, à la fois sur ton parcours, sur l'investissement locatif, mais sur des biens plutôt commerciaux. On va parler de Tokimo aussi, de crowdfunding immobilier. On va parler de tes investissements. On a dit zéro langue de bois. Ça me fait hyper plaisir. On s'est rencontrés à l'événement de Florian Freysenet. Je prononce bien d'ailleurs, c'est Freysenet. Je sais pas. Ouais, et ben, C'est bien. et ben voilà, on lui fait un énorme big up. Il lui mettra comment On espère. Je crois qu'il écoute en plus. Du coup, j'ai animé cette conférence. 3 pontes de l'IMO et du crowdfunding. T'en faisais partie. Et ravi de pouvoir continuer cette conversation ici. Que pour démarrer, tu peux commencer par te présenter. Bon, merci beaucoup, Jérémy. Donc, je suis Mathieu de Gliossanti, j'ai 37 ans. Effectivement, je suis papa d'un petit garçon de 3 ans, basé entre Paris et la Côte d'Azur. Et j'ai fait à peu près 13 ans d'immobilier. Aujourd'hui, j'ai fondé 2 entreprises. Une entreprise s'appelle Tokimo qui propose du crowdfunding immobilier, c'est-à-dire que ça permet à tout le monde de pouvoir investir à l'immobilier en moins de 5 minutes à partir de 100 euros. Une autre activité qui consiste à éduquer les gens. Éduquer, donc c'est de la formation, du conseil. Éduquer les gens sur l'immobilier, notamment l'immobilier commercial, tout ce qui est en dehors de l'immobilier résidentiel. Et puis une activité d'investisseur depuis toujours. Et avant ça, j'ai été longtemps dans la finance. J'ai travaillé en banque, d'abord côté financement bancaire, financement de l'immobilier, toujours ma passion de l'immobilier. Et ensuite, j'ai intégré la banque privée, c'était la Banque Société Générale, donc la division banque privée, pour développer le département d'investissement immobilier. Donc là, ça consistait à aider des gens à placer leur argent dans l'immobilier. Ok, et t'es resté quelques années. Oui, Je crois. je suis resté longtemps salarié. Non, en fait, c'est ce que je dis, c'était une super expérience parce que ça structure l'esprit, je travaille dans un écosystème, tu apprends à ce que c'est que gérer la politique, avoir la vision macro. Donc en fait, à chaque fois que maintenant je suis face à un problème, quand je veux développer une activité, un business, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment la vision d'en haut. Donc ça m'a donné cette vision d'en haut. Mais c'est vrai que je suis resté 10 ans. J'ai fait 2 métiers, voire 3. Mais 10 ans, c'est long, quoi. Donc à côté, tu t'amusais un peu avec de l'IMO. Ouais, plus qu'amusé. J'ai préparé ma sortie un peu de la banque et du salariat grâce à l'IMO, clairement. T'as commencé par quoi? J'ai commencé par un parking, première erreur. Ça, c'est tellement clivant, les parkings. À chaque C'est fois, le petit truc que tu fais, tu vas prendre trop de risques. Alors, j'ai fait plusieurs erreurs. J'ai acheté un parking sans crédit, parce que je me suis dit, un parking. Alors, j'avais trouvé une bonne affaire. J'ai trouvé un parking pas cher dans le 6e arrondissement de Paris. À l'époque, je l'ai payé 12 000 euros le parking. Je dis, oh, c'est pas cher. Les parkings dans le 6e arrondissement, t'en trouves pas à moins de 20-25 000 euros. Et moi, j'avais trouvé 12 000 euros. Sauf que ce parking, il avait un problème que j'avais identifié, mais je me dis, c'est pas grave, le prix compense ce problème-là. C'est qu'il y avait un monde voiture. Et ce monde voiture, en fait, il marchait très mal parce qu'il était très vieux. Et en plus d'avoir un monde voiture, les places de parking. On t'entend le problème arriver de plus en plus. La souffrance ou pas le parking, lui, il était sur une place movible. C'est-à-dire que c'était sur des rails et les voitures, et en fait, elles bougeaient pour pouvoir optimiser le nombre de voitures que tu mettais sur un. C'est fou. Tu me parles d'un truc, on dirait le futur. Je savais même pas que ça existait à Paris. Mais en fait, quand tu vois ça, tu dis c'est un ingénieur incroyable qui a fait ça. Ouais. Sauf que la théorie est incroyable, la pratique, pas bon. Toujours maintenant sur les problèmes. Et en plus, en termes de véhicules, bref, premier investissement, un parking sans crédit, donc entre guillemets très complexe à gérer. Donc premier investissement, c'est ça. La suite, après la place de parking, je fais un investissement dans un appartement à Cannes. Appartement qui était entièrement rénové. Donc chercher un prix d'entrée qui était intéressant. Donc effectivement, je paye ça pas cher. C'est quoi les prix à Cannes? C'était quoi et c'est quoi aujourd'hui? C'était un appart à 2 pièces que j'ai transformé en 3 pièces. J'ai acheté ça 2700 euros le mètre carré en plein centre de Cannes, qui vaut aujourd'hui 6-7 000 euros le mètre carré. Ok. Donc j'ai bien acheté. J'ai acheté, c'était le Creux. C'est en 2013. Premier investissement. Et donc du coup, tu doutes parce que du coup, c'était l'investissement qui était plus gros, presque 200 000 euros. Tu te poses des questions, tu essaies de négocier tout ce que tu veux parce que tu veux l'opération parfaite. Ouais. Et donc j'ai mis 6 mois à négocier cette opération jusqu'au moment où la vendeuse me dit bon, je vous vends plus parce que le voisin à côté il me la prend plus cher. Et là tu dis non, attends.
Et s'il m'avait pas dit ça, je pense que peut-être que je l'aurais jamais acheté cet appartement. Donc elle m'a forcé, parce qu'à un moment donné, dans la négociation, on m'a dit stop. Parce que moi, je tirais toujours. Parce que manque de confiance, tu débutes dans l'investissement, tu as peur de faire des erreurs. Il n'y avait pas autant de contenu sur Internet et autres pour pouvoir se fier à comment on investit. Et surtout, on était en pleine crise financière, enfin post-crise des dettes souveraines, etc. Donc, difficulté à se financer, marché qui n'était pas très dynamique. Donc, on était vraiment... Et les prix qui baissaient. Donc, psychologiquement, ça ne t'aide pas. Donc, je fais cet investissement-là. Pour le coup, je le rénove et je le loue en Airbnb. Ça marche, enfin, en location saisonnière. Et à Cannes, ça marche hyper bien. Donc, voilà, deuxième invest. Après, j'ai enchaîné des autres apparts, des autres parkings. Donc, deuxième expérience parking où j'ai acheté une vingtaine de parkings avec des copains à Marseille, au pied de la gare SNCF. Donc, du coup, là, on s'est dit, on fait une opération d'achat-revente et de location. Et donc, j'ai pas reproduit les mêmes erreurs qu'auparavant, c'est-à-dire que... Déjà, il n'y avait pas de truc pour faire bouger les voitures. Grande vente. Pas de monte voiture. C'était hyper simple, dans une résidence qui était plutôt récente. Et je m'associe avec un ami qui est sur place et je lui dis, écoute, moi j'ai trouvé l'opération, on le fait ensemble, toi tu gères. Donc effectivement, je me suis enlevé cette contrainte de gestion, je lui ai fait profiter du deal. Donc on a fait une belle marge, parce que les parkings nous a payé en moyenne 9 000 € par parking, on les vendait 20 000. Donc tu vois... Génial, et vous allez revendu à la découpe un peu. Ouais, il en reste encore quelques-uns, D'accord. parce qu'ils sont loués, donc on les garde, ça porte notre crédit, mais sinon on les a revendus à découpe. Dès que un locataire partait, on vendait à découpe et c'était vendu. Et quand vous avez acheté, c'était déjà exploité en parking, où il y a eu une transformation particulière. On a acheté ça à un promoteur immobilier, on appelle ça des queues de programme. Et donc en fait, des fois les promoteurs immobiliers, ils créent une SCI, donc une société de construction-vente, donc ils font l'opération immobilière, ils vendent des appartements. Et souvent, les villes ont des politiques incitatives pour créer beaucoup de parkings. Et après, quand tu achètes un appartement, soit tu as un grand appartement, généralement, tu as un parking associé, mais tu peux prendre la deuxième option. Tout le monde ne le prend pas et à la fin, il reste des parkings. D'accord. Et donc là, c'était à une fin de programme. Ils n'avaient pas réussi à vendre les parkings. Il restait une vingtaine de parkings. J'ai pris tout d'un coup. Du coup, un prix des côtés. Eux, ça va permettre de finaliser l'opération, liquider la société, remonter la marge. Ok. Donc voilà, à qui je l'ai acheté, comment. Ouais, c'est chouette. Ça, du coup, tu finis pas fâché avec les parkings. Non, j'en fais pas. D'accord. Ou un gros volume, effectivement, dans une zone, dans la même adresse. Enfin, il faut même acheter tout un parking que tu exploites. Tu vas pouvoir améliorer l'exploitation, la signalétique, tu vas pouvoir piloter tes prix, etc. Ça peut fonctionner. Après, il y a le question de la mobilité. Est-ce qu'on a autant besoin de parking dans 10 ans qu'aujourd'hui et qu'hier? Pas sûr. Pas sûr. Ouais, il y a tous ces sujets de voiture autonome, peut-être dans futur, mais même avant ça, piétonisation des centres-villes, etc. Après, tu peux te poser la question comment tu repositionnes un parking. Tu vois, aujourd'hui, tu as les cuisines, beaucoup de cuisines en sous-sol qui poussent. Les dark kitchen. Les dark kitchen. J'adore ces sujets quand on va chercher des manières un peu originales d'exploiter des lieux, et ça me passionne. Dark Kitchen, ça a extrêmement bien marché, notamment avec l'explosion des plateformes de distribution, de livraison. Maintenant, tu as les podcasts, les studios d'enregistrement. Voilà. Tout le monde va se lancer après avoir écouté ça fait un bail. Moi, j'ai fait une interview il n'y a pas très longtemps sur une chaîne là, chez Bismart. C'est marrant, j'arrive dans le studio d'enregistrement. Sur la porte, il y a marqué accès parking. En fait, c'est un ancien parking qu'ils ont transformé en studio d'enregistrement. Studio d'enregistrement, même plateau télé, c'est vrai que... Plateau de télé. Ouais, c'est ça. Plateau télé, il y en a peu encore. T'as pas besoin de lumière, en fait. Il vaut mieux avoir, en fait, un environnement avec belle hauteur sous plafond pour positionner tous les équipements et pas de luminosité. Ouais, carrément. Ok. C'est vrai que j'avais même pas pensé à ça, tu vois, mais aller faire même du plateau télé, tu peux aller un peu plus loin et ça se loue hyper cher. Ça se loue très cher. Ouais. Ça se loue très cher. Donc voilà mes invests. Donc pas mal d'immobilier résidentiel pour démarrer. Beaucoup en location saisonnière. J'ai toujours eu peur de l'impayé. Donc j'ai fait aussi du marchand de biens. Par exemple, j'ai acheté un immeuble à Marseille, toujours avec le même associé. Donc on a acheté un bel immeuble à Marseille qu'on a payé ça 1 600 € le mètre carré dans le panier, qu'on revend à peu près 3 500, 4 000 € le mètre carré. Donc voilà, des opérations soit d'achat-revente, soit d'investissement locatif. Et puis pas mal d'immobilier commercial, parce que je travaillais dans une banque, donc du coup j'ai découvert la puissance de l'immobilier entreprise, donc les bureaux, les commerces, les résidences seniors, l'hôtellerie, les entrepôts. Et je voyais des gros investisseurs qui en fait gagnaient énormément d'argent sur les techniques qui sont différentes que l'immobilier résidentiel. Pas forcément besoin de faire des travaux. On peut
créer de la valeur, créer des plus-values juste avec Ouais. la négociation juridique, de la vision, de la transformation. Et donc, je me suis mis à ça, donc l'immobilier commercial, donc des commerces principalement, bureau aussi, et j'ai développé un patrimoine, du coup, beaucoup dans l'immobilier commercial. Ok. Est-ce que tu as je sais pas, une OP en IMO commercial dont tu pourrais nous parler, je sais pas, une particulièrement récente ou particulièrement intéressante? Ouais, j'aime bien en parler celle-là parce que je la trouve très symbolique. C'est les murs d'une boulangerie dans le sud de la France, donc dans la région, à Vence. J'aime bien en parler parce que c'est, je pense, l'opération en immobilier commercial que tout le monde peut faire. C'est très simple. Je rencontre une agent immobilier qui me dit, voilà, j'ai plusieurs murs, moi je cherchais des murs. Elle monte deux, trois murs, deux, trois opérations. Et puis, effectivement, j'arrive sur ces murs de boulangerie. Elle me dit, c'est en vente depuis quelques semaines, il y a peut-être un investisseur. Je dis, bah, allons le voir. Et il me dit, oui, je vais prévenir le propriétaire. Et il se trouve que le propriétaire arrive. C'était marrant parce que c'était quelqu'un qui était assez latin dans sa façon d'être, etc. Et il voulait voir un potentiel acheteur. Donc, on Ouais. discute, on négocie. Et on va tomber d'accord assez vite. On négocie sur place. Et heureusement qu'on a négocié sur place. Donc, en fait, lui, c'était le boulanger qui vendait ses murs et qui voulait vendre aussi le fonds de commerce de l'autre côté. D'accord. Des murs et fonds de commerce. Et moi, j'achetais les murs. Tu peux revenir rapidement au cas où il y a des auditeurs qui identifient pas bien mur, fonds de commerce, comment Ouais. ça fonctionne? Bah, dans certaines formes d'immobilier commercial, c'est valable dans l'hôtellerie et dans le commerce. Ce qui se passe, c'est que tu as deux personnes. Tu as le propriétaire bailleur, donc celui qui est propriétaire des murs, qui loue, en fait, lui, ses revenus, ses sources, c'est de la location. Tu signes un bail commercial, un bail avec le locataire et tu reçois des revenus. Et le locataire, lui, veut faire une exploitation commerciale. Soit il fait un hôtel, dans le cas d'un hôtel, soit dans un commerce, ça peut être une boutique, ça peut être un boulanger, etc., etc. Et ce commerçant, s'il génère un chiffre d'affaires intéressant, qu'il a du résultat, qu'il a une clientèle récurrente et surtout qu'il a un bon emplacement, en fait, au fur et à mesure du temps, il va développer en fait, une entreprise. Et cette entreprise, elle va prendre de la valeur. C'est ce qu'on appelle la valeur du fonds de commerce. C'est la valeur immatérielle qu'il crée, liée à sa marque, liée à sa clientèle. Et si demain il veut partir, en fait, il serait un peu bête de partir parce que du coup, s'il part sur rien, il te laisse cette valeur de fonds de commerce que tu peux revendre, ce qu'on appelle sous forme d'un pas de porte. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que ce commerçant-là, il va revendre le fonds de commerce à un repreneur qui lui va exploiter l'opération. C'est ce qui s'est passé sur cette opération. Donc, Et il laisse forcément le nom, imaginons que ce soit la boulangerie qui s'appelle Tranché. Ouais. Il va laisser le nom, ou il peut aussi partir avec le nom et vendre quand même le pas de porte. Je sais pas s'il y a une distinction à faire. En fait, généralement dans le bail, ce qu'on met, Ouais. on met que le locataire ne peut pas céder le fonds de commerce sans l'accord du propriétaire et ne peut pas céder le droit au bail. Le droit au bail, c'est le droit de pouvoir s'installer et de reprendre le bail sans céder le fonds de commerce. C'est-à-dire que le fonds de commerce doit rester attaché à l'adresse. Ce qui est extrêmement important parce que sinon, en fait, le boulanger, il trouve un local qui est vide en face, il va juste se déplacer et il revend le droit de quelqu'un. Donc c'est important d'avoir cette clause-là pour qu'il parte. S'il parte, il est obligé de céder son fonds de commerce. Et donc du coup, toi, tu vas avoir cette marque, cette notoriété qui est installée, qui perdure dans ton emplacement. Donc moi, je me positionne sur les murs. On fait une négociation, j'arrive à négocier 10% du prix parce qu'on se tape dans la main assez vite. Ce qui est important à l'immobilier commercial, c'est ce qu'on appelle les gaines d'extraction. Là, du coup, tu peux avoir plus d'exploitation, notamment tu peux avoir tout ce qui est restauration, boulangerie, etc. C'est très recherché parce que les copropriétés, quand tu la demandes, tu as des difficultés à l'obtenir. Donc, c'est des murs qui valent plus cher. Donc, je fais cette opération en la négociant et c'est une opération qui est extrêmement intéressante parce que je passe pendant 1 heure. Il y avait le repreneur du fonds de commerce qui, lui, avait pas racheté parce qu'il n'avait pas l'argent pour acheter. Par contre, il était locataire gérant. C'est-à-dire que le propriétaire du fonds de commerce, mon vendeur, il avait mis en location gérance sa boulangerie pour que le repreneur puisse se faire à l'idée de la gestion, etc. etc. Donc le repreneur, je le rencontre, je vois que c'est un entrepreneur de l'âme. Il me dit, ouais, j'ai fait tant de chiffres, j'ai augmenté les chiffres d'affaires, voilà comment je me structure, voilà, je vais mettre une terrasse. Donc je vois que le mec, il va continuer à payer son loyer parce qu'il est très bon. C'est la deuxième boulangerie qui gère. Je me dis, c'est une bonne opération.
Donc j'achète avec un rendement à l'époque, je crois que j'étais autour des 9%, ce qui était bien à l'époque. C'est souvent un peu supérieur à ce qu'on trouve en résidentiel. C'est structurellement supérieur, Ouais, c'est bien supérieur. d'accord. Mais ce qui est bien aussi, c'est que quand on dit un rendement, 8, 9, 10, peu importe, c'est un rendement net. C'est-à-dire que les charges de copropriété, la taxe foncière, tous les petits travaux, les dégâts des eaux et autres, en fait, c'est le locataire qui va s'en charger et qui va les payer. Et ça change la vie. Dans le monde de l'investissement immobilier, notamment quand tu veux faire 1, 2, 3, 4, 5 opérations. Moi, j'ai fait l'immobilier résidentiel et j'ai fait l'immobilier résidentiel en location saisonnière. T'as pas pire en termes de gestion. Tu dois suivre les clients qui ont des fois des séjours de 1 nuit, 2 nuits. Moi, j'ai vécu l'enfer avec le Covid. J'avais presque une dizaine d'appartements loués en location saisonnière. J'avais des squats, des gens qui venaient faire la fête, qui buvaient, qui prenaient de la drogue dans mes appartements. Et là, j'ai pété un câble. J'ai dit, c'est fini, quoi. Parce que je l'ai géré, du coup, pour augmenter la rentabilité, etc. Et en immobilier commercial, aujourd'hui, j'ai des biens, je n'entends même pas parler. C'est-à-dire que je reçois des loyers. Il y a un problème, je n'entends pas parler. Les charges de copropriété, c'est le locataire qui les paye. Et surtout, avec l'inflation, l'augmentation des taxes foncières, moi, je ne touche pas. Donc, si je reviens sur l'OP, bonne OP, je la fais bien financer. Et derrière, le locataire gérant rachète le fonds de commerce, donc côté exploitation commerciale. Et en le rachetant, la banque lui dit, bon, Mathieu, il dit au locataire, tu vas devoir changer le bail, parce que le bail qui était fait entre moi et le locataire n'était pas suffisamment sécurisé, il était ancien, vieux. Et donc la banque dit, si tu veux que je te finance l'achat du fonds de commerce, tu changes le bail. Donc le locataire vient me voir, et donc en changeant le bail, je lui dis, bon, il faut qu'on revoie certaines choses. Le loyer que tu avais signé était trop bas, et donc j'ai réussi à augmenter le loyer, donc j'ai augmenté ma rentabilité de 20%. Et donc la valeur du bien est 20%. Tu vois, c'est une des méthodes pour pouvoir augmenter la valeur par rapport à l'immobilier résidentiel, beaucoup plus simplement d'un bien immobilier. Ok, hyper intéressant. Tu as un achat du coup à combien? Tu te souviens À peu près 300 000 euros. 300 000 euros, un revenu. Tu fais ça 8% aujourd'hui. Ouais, c'est ça, autour des 24-25 000 euros. Ok. Et que tu as réussi après à booster. Upside, upside de 20%. Ok, trop bien. Plus l'indexation, qui est aujourd'hui bien importante, autour des 5-6%. Donc je t'avoue, j'ai pas regardé les chiffres. Ouais, non, On t'inquiète. est bien au-dessus. Ouais. La dernière fois, je me connectais sur ma banque et j'avais 20 000 euros de cash que j'ai récupéré. C'était bien, c'était comme un cadeau. Je l'avais presque oublié. C'est chouette d'avoir ce type d'investissement. Et je me dis, putain, c'est quand même assez cool. C'est quoi les étapes si on reprend les étapes pour investir dans l'immo commercial aujourd'hui, dans mes auditeurs, là, il y a des gens qui ont déjà investi un petit peu, d'autres qui ont beaucoup investi, d'autres qui cherchent à se lancer. Déjà, peut-être que la première question, c'est est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce qu'il faut être passé par du locatif avant? Je te laisse répondre à cette question et je vais nous verser un peu d'eau. Yes. Dans l'IMOCO, en fait, c'est un marché qui a les mêmes codes que l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire que l'idée, c'est de trouver un bien rentable dans un bon emplacement avec un bon locataire, avec une bonne rentabilité. Donc ça, c'est le même chemin. Je dirais qu'on le fait un peu différemment. C'est un marché qui a des codes un peu différents, qui a moins d'opportunités parce que structurellement, il y a plus d'appartements à vendre que de commerce ou de bureaux, etc., etc. En nombre, je parle. Mais pour autant, moi, j'ai des gens tous les jours qui font l'immobilier commercial et qui n'y connaissaient strictement rien à l'immobilier et à l'immobilier commercial avant. Donc, la réponse, c'est oui, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme difficulté supplémentaire à l'immobilier résidentiel? C'est juste que quand tu vas te lever le matin et que tu dis tiens, je vais investir dans l'immobilier, personne va te dire tiens, investis dans les murs d'une boulangerie. Ouais. Tiens, investis, je sais pas moi, dans les murs d'un studio d'enregistrement. Tiens, investis dans les murs d'un coiffeur. Personne va te dire ça. Tiens, investis dans un des bureaux, fais un coworking. Donc en fait, c'est l'écosystème et le collectif du français qui a toujours, et donc vu que ça se transmet de génération en génération, il y a beaucoup aussi de médiatisation autour de ça, qui dit et qui flèche les gens plutôt vers l'immobilier résidentiel que l'immobilier commercial. Pour autant, moi je vois le comportement des investisseurs qui sont justement dans l'immobilier commercial, même des petits investisseurs qui n'y connaissaient rien au départ, quand ils découvrent ce marché, ils font plus que ça. Parce qu'ils voient le potentiel, ils voient que c'est plus facile à gérer,
ils voient qu'il y a beaucoup moins de règles, écologie, plafonnement des loyers, risque d'impayé et autres. Et donc, ils foncent là-dessus. Et aussi, aujourd'hui, c'est plus facile de faire financer de l'immobilier commercial que du résidentiel. Il y a moins de règles. Ouais. C'est vrai que je te cache pas que j'ai une image de cet immobilier commercial qui est un peu l'investissement plan-plan de papa qui a déjà constitué un beau patrimoine et qui a plus envie de s'embêter, quoi. Oui, c'est ça. C'est l'image que j'en ai, vraiment. Mais il faut commencer jeune parce que Ouais. sinon, l'immobilier, effectivement, on se dit c'est super. Mais moi, je suis passé par la phase c'est super l'immobilier à la phase ouah, ça m'a dégoûté, quoi. Et vu que tu es dégoûté parce que du coup, comme je te disais, location saisonnière, moi, ça m'a un peu dégoûté. Tu as des anecdotes, tu nous as donné deux, trois idées de ce que tu as pu vivre. Ouais, Mais je vais c'est- te dire, si tu un nous appartement donnes à une Nice, histoire, les gens, en fait, c'était énorme. Ça, en général, ça part sur TikTok, ça marche bien. Donc, les appartements, moi, j'avais automatisé les accès. Donc, j'avais mis des serrures avec une boîte à clés. Donc, tu réservais sur Booking ou Airbnb, tu recevais directement un mail qui te dit voilà le code de la boîte à clés, tu rentres, etc., etc. Ok. Et donc, j'avais eu des clients, je ne sais pas lesquels, qui avaient réservé peut-être une nuit. Parce qu'à l'époque, je voulais vraiment remplir. Donc, je faisais à la nuit, à la nuit, à la nuit, à la nuit. Use l'appartement. Et ce qui se passe, c'est que l'appartement était vide, c'est pendant le Covid. Et puis j'ai la voisine en dessous qui me dit, qui m'appelle, qui me dit mais j'en ai marre de vos locataires qui font la fête, qui font du bruit, etc., etc. Je dis attendez, je vais les appeler tout de suite. Moi je regarde sur mon channel manager, c'est l'outil qui gère. Je regarde, je dis mais l'appartement il est vide, je comprends pas. Tu commences à comprendre. Ah, ok, incroyable. Écoute bien. L'appartement est vide. Bon. Et en fait, donc je vais à l'appartement. Je dis à mon père, viens, il faut qu'on aille à l'appartement, il y a un truc qui va pas. J'arrive à l'appartement. Dans l'appartement un peu saccagé partout. Des espèces de bonbonnes là où les jeunes prennent pour s'en mettre plein le nez. Je sais pas ce que c'est, bonbonnes de gaz. Tu vois, Le gaz hilarant, des trucs comme ça. Ouais, les gaz hilarants. Et 2 personnes dans l'appartement. Les personnes, mais vous êtes qui? Je suis le propriétaire, etc. Bon, au début, tu gardes un ton extrêmement calme. Tu vois, je suis propriétaire, vous n'avez pas réservé, etc., etc. Ah, mais si, nous, on a réservé. Je fais comment ça? Si, il y a monsieur X qui nous a loué l'appartement pour la semaine. Donc, en fait, et ils ne voulaient pas partir, du coup, parce qu'ils avaient payé. Ils essayaient de le joindre. En fait, il y a des petits malins qui ont vu qu'il y avait effectivement la possibilité d'aller chercher le code. Et en fait, ils louaient mon appartement pendant la période où c'était vide. Ils regardaient sur Booking ou probablement sur les sites qui étaient libres ou pas. Il faisait 100% de renta. Ah bah oui, mettez heures. Nouveau business. 100 000% de renta d'ailleurs, mais pas 100%. Donc du coup, à force de négociation, je les ai sortis. Mais ça, c'est une des histoires que je pourrais te raconter. J'en ai plein. Ça, de squats, de gens qui faisaient la fête, d'appartements dévastés, etc. C'est quoi l'erreur commise sur un truc comme ça? Et ta serrure, elle était pas assez sécurisée ou c'est un code qui avait, C'est un code traîné en fait, quand tu veux automatiser à fond, à l'époque, on avait beaucoup moins d'outils IA digitalisés, etc. Après, j'ai mis des serrures électroniques dont le code changeait à chaque passage du client. Ok, je comprends. Tout ça automatisé. Mais à l'époque, ça n'existait pas, ça. Ouais. Donc, tu mettais un code que tu changeais pas tout le temps parce que je pouvais automatiser, gérer. C'est toujours le compromis entre est-ce que je délègue la gestion à un gestionnaire ou est-ce que je fais tout moi pour essayer de maximiser les revenus, pour montrer aux banquiers que mes revenus sont énormes. Du coup, je peux encore emprunter, toujours essayer d'avoir un maximum de cash flow. Donc, j'étais plus dans cette dynamique-là, hyper jeune, à essayer de maximiser les cash flows. Sauf qu'en termes de gestion, ça me coûtait beaucoup de temps. Ce temps-là, je ne pouvais pas l'utiliser ailleurs, où j'apportais beaucoup plus de valeur. J'aurais été entrepreneur à ce moment-là, ça aurait été impossible. J'étais salarié, donc j'arrivais à gérer mon temps plus facilement. Donc, les erreurs, c'est pas assez délégué. J'aurais dû déléguer plus vite, même si ça rapportait moins. 2, pas s'automatiser. Franchement, j'avais poussé le truc jusqu'au bout. C'était ça, mes 2 erreurs. Et est-ce qu'il y a une 3e erreur que j'aurais pu éviter? Non, parce que quand il y a les serrures électroniques qui sont arrivées, je les ai installées assez vite. Mais donc, ça aurait été de mettre un check-in à chaque fois pour vérifier les gens, mais ça coûte. On n'a pas parlé dans ton histoire ce qui avait été le déclic qui t'a mené vers l'immobilier. Est-ce que c'est je vois ce qui se fait, je bosse en banque, j'ai une carrière financière, je vois ce que font les clients et j'ai envie de faire pareil, ou est-ce qu'il y a eu autre chose qui t'a mené vers l'immobilier? Bah moi, mes études, elles sont quand même très immobilières. Enfin,
Sur 6 ans d'études, j'en ai 3 en immobilier. Ok. Donc, post-bac, par mon réseau, mon père était en bâtiment, il était maçon, artisan maçon. Ma mère, pas du tout de là-dedans. Et puis, on a un voisin, son fils, que je connaissais bien, fait un truc dans l'immobilier, des études dans l'immobilier. DUT génie civil. Donc, du coup, le DUT génie civil, ça te prépare à être conducteur de travaux. C'est-à-dire, c'est la personne qui gère les travaux sur un chantier. Donc, vraiment construction très concrète. Moi, j'ai toujours aimé les choses concrètes. Donc, je fais ces études-là. C'est des mathématiques appliquées à l'immobilier, comment tu construis un immeuble, voilà, quel type de ferraille tu mets dedans, etc. Donc, je suis plutôt bon en maths, ça fonctionne. Mais au bout des 2 ans, j'arrive et je me dis, bon, c'est trop technique. Pour moi, je veux aussi du commercial. Je savais cette compétence à être à l'aise avec les gens, rencontrer des gens. Et je tombe sur une pub d'une école de commerce, Catch Business School, enfin qui était à l'époque au Remède. Ouais. Et donc, je pars sur le parcours grande école de commerce, Ok. etc. Donc là, j'apprends ce que c'est que le commerce, très généraliste, on parle pas d'immobilier. Mais je continue mes expériences professionnelles en immobilier, chez un promoteur immobilier. Donc vraiment, je suis parti de l'immobilier très concret. Tu vois, mon père maçon, j'ai travaillé avec lui sur les chantiers. Ensuite, DT génie civil, j'ai fait des stages chez FH, donc sur la construction. Ensuite, je passe en promotion immobilière. Donc là, tu as un terrain vide. Tu te projettes, qu'est-ce que je vais en faire, combien je construis et je les revends. Et plus j'ai avancé, plus je me suis rapproché de l'argent, entre guillemets. Et je me suis rapproché de la finance. Et donc, promotion immobilière. Et après la fin de mes études, je rentre à la Société Générale pour faire du financement immobilier, des professionnels de l'immobilier. Donc vraiment, la financiarisation de l'immobilier, quoi. Donc voilà comment je suis arrivé dans l'IMO. Donc je suis arrivé assez jeune dans l'IMO parce que je trouvais ça très concret. Et en fait, l'IMO, plus que des surfaces, de la rentabilité, en fait, moi, je trouve que c'est des belles histoires. L'histoire du squat, c'est une belle histoire. L'histoire de la boulangerie, c'est une belle histoire. Il y a plein d'histoires à raconter comme ça, avec des humains autour. Et donc, c'est ça qui est cool dans l'IMO. Tu t'ennuies jamais. Et les gens qui rentrent dans l'IMO, généralement, ils en sortent difficilement. Donc, voilà un peu comment je suis arrivé. Et puis, je suis passionné de ça. Donc, effectivement, après, j'ai évolué parce que mon métier, quand j'étais salarié, c'était l'immobilier, sous forme de financement autre. Et puis, j'avais la chance de voir les meilleurs investisseurs parisiens, français, grande fortune des fois, ou des gens qui se sont fait, grâce à l'immobilier, se créer des empires. Et tu te dis, en fait, quand tu parles avec ces gens, tu te dis, ils sont pas très différents de moi, tu vois. Et donc, je m'y suis mis assez tôt, et après, j'ai pas arrêté. Trop bien. Mais j'espère que c'est ce que vous faites sur ce podcast aussi quand vous écoutez les personnes que vous avez, que je reçois sur le podcast, de vous dire que en fait, s'il y en a 145 qui sont passés au micro, qui ont réussi à le faire, que vous pouvez aussi le faire. Vous voyez plein de niches différentes. J'essaye d'avoir des gens de niveaux un peu différents aussi, niveau d'investissement. J'ai entendu des personnes qui racontent leur seul investissement de A à Z, et c'est hyper intéressant. J'en ai un peu moins en ce moment, mais je vais reprendre. J'aimerais peut-être même accompagner quelqu'un qui n'a pas investi, et, tu sais, faire un épisode un peu coaching, alors que moi, je suis pas du tout coach, mais ça me ferait marrer de reprendre les choses étape par étape avec quelqu'un qui veut se lancer. Et du coup, je comprends très bien. Moi, je l'ai lancé pour ça, ce podcast, pour rencontrer des investisseurs, voir comment ils faisaient et pouvoir copier, s'inspirer complètement et permettre aux autres, de le faire. Et en immobilier, c'est hyper, en effet, c'est un truc où tu as la place pour tout le monde. Je me suis retrouvé, moi, tu vois, je dis tout le temps où est-ce que j'ai investi sur mes colocs, etc. Il y a des auditeurs qui ont acheté juste à côté de mes colocs. On se retrouve avec à partager nos femmes de ménage, machin, tu vois. Ça se passe bien, ça se passe bien. C'est génial. Donc ça, c'est cool. Si on reprend sur l'immobilier commercial, les étapes, donc on s'est dit que globalement tout le monde peut se lancer, c'est une catégorie un peu spécifique, mais que tout le monde en s'intéressant au truc peut le faire. C'est quoi les étapes? Comment en général, c'est d'analyser, de trouver le bon endroit. Au début, tu trouves ta strat, ensuite tu trouves ta zone géographique et ton bien. Comment tu t'y prends? Tu cherches sur les mêmes plateformes que... C'est pas forcément les mêmes plateformes. Tu as Se Loger, Le Bon Coin, mais Ouais. c'est là où tu n'as pas forcément le plus. C'est un peu plus off-market, c'est-à-dire qu'il faut rentrer en contact avec des agents immobiliers qui ont les listes d'investisseurs et qui t'envoient un mail, plutôt que sur les plateformes. Tu as quand même sur les plateformes, tu as Se Loger, ils ont une division bureau commerce. Tu as les agents immobiliers spécialisés, par exemple le réseau Broker, c'est un réseau spécialisé en immobilier d'entreprise. Ok. Point de vente à Paris, enfin, tu en as plein. CBRE, après, c'est des gros montants, mais tu peux investir vraiment à partir de 50 000 €. Et donc, tu as quelques plateformes spécialisées. Tu as des plateformes généralistes
comme Sologer, ce que j'évoquais, qui ont une division immobilier entreprise. Donc, c'est quoi les étapes? Un, c'est définir ta stratégie. Est-ce que tu es plutôt investisseur cash flow? J'appelle ça investisseur cash flow, c'est-à-dire que tu veux une rentabilité bien supérieure à ton coût de crédit pour avoir un cash flow positif. Est-ce que tu es investisseur patrimonial? C'est-à-dire que toi, tu cherches juste un emplacement, un bon locataire et tu veux de la valorisation dans le temps? Ou est-ce que tu veux être marchand de biens? C'est-à-dire que tu vas consacrer plus de temps, plus d'énergie et créer de la valeur sur l'immobilier commercial. Donc, une fois que tu as défini ton profil, tu définis ta zone de recherche. Il ne faut pas que ça soit une seule ville, il faut que ça soit plusieurs villes parce que, comme j'expliquais, structurellement, il y a moins d'opportunités. Donc, il faut se laisser un peu plus de place géographiquement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'immobilier commercial, ça se gère très facilement à distance. Vu que c'est plus facile à gérer, du coup, tu n'as pas de travaux à gérer. Donc, du coup, tu peux gérer à distance. Moi, je regarde les opérations à Lille. Là, je suis à Lyon. J'ai les opérations à Paris. Sur la Côte d'Azur, les opérations à Paris, elles se gèrent très bien à distance. J'y vais jamais. J'y suis allé une fois pour les acheter. Et là, j'y vais plus. OK ? Donc, une fois que tu as défini sa géographie, après, il faut rentrer en contact avec des apporteurs d'affaires, agents immobiliers et autres. C'est pareil que l'immobilier résidentiel. Et il faut montrer que tu es éduqué au sujet. Parce que généralement, c'était un peu trop sur l'entre-soi, c'est-à-dire des gens qui viennent de l'investissement, de l'immobilier ou de l'immobilier entreprise. Mais de plus en plus, avec le travail que je fais et que voilà, les réseaux font, de plus en plus d'investisseurs particuliers, on va dire néophytes, se sont mis à l'immobilier commercial et donc se constituer un réseau. Donc ça, c'est vrai pour l'immobilier commercial, c'est vrai pour tout business. Et après, tu as la notion d'emplacement. L'emplacement au niveau d'entreprise, tu as emplacement, enfin en commerce, tu achètes des murs d'un commerce, le commerce centre-ville par exemple, tu as emplacement numéro 1, 1 bis, 2. Schématiquement, le numéro 1, c'est la rue commerçante, généralement piétonne. Ok. Le 1 bis, c'est la rue perpendiculaire à cette rue-là, à la rue piétonne. Et le 2, c'est plutôt des cellules commerciales en périphérie, avec généralement un parking gratuit devant. Ça, donc là, on parle toujours de commerces qui ont pignon sur rue. Après, en fait, c'est un marché qui est hyper large. C'est-à-dire que tu as catégorie bureau, commerce. Dans le commerce, tu as le commerce de centre-ville, avec les catégories que je t'ai évoquées, avec la vitrine. Mais tu as aussi le retail park. Le retail park, c'est le Go Sport, le Décathlon et toutes les cellules qui vont autour. Tu as le centre commercial. Le centre commercial, c'est effectivement de plus en plus des centres de loisirs qui proposent des commerces autour. Après, tu as l'hôtellerie. L'hôtellerie, tu as l'hôtellerie de plein air. C'est plutôt des campings. Tu as l'hôtellerie de luxe, le 4-5 étoiles. Tu as l'hôtellerie économique, c'est 2-3 étoiles. Donc, tu vois, c'est un marché qui est monstrueux. Après, tu as la résidence senior ou la résidence médicalisée, maison de retraite. La logistique, ça, c'est extrêmement bien aussi, la logistique, parce qu'il y a de plus en plus... Ouais, ça a bien tenu, la logistique. Ça a bien tenu. Ouais. Les loyers progressent, donc ça tient extrêmement fort. Pour le particulier qui démarre, moi, je conseille plutôt le commerce. C'est le plus facile. Généralement, les montants en jeu ne sont pas énormes. Ou des bureaux bien placés. Les bureaux bien placés, c'est un peu différent en termes de code que le commerce. Les bureaux bien placés, c'est des bureaux qui sont dans une zone économique et surtout bien desservis. Soit une autoroute ou une grande nationale, soit un RER, soit un métro, soit une gare. Là, tu ne fais pas d'erreur. Et quand je dis en termes de distance, c'est moins de 800 mètres de ces emplacements-là. Après, il y a l'entrepôt. On peut trouver l'entrepôt pas trop cher, mais l'hôtellerie, tout de suite, ça tape assez fort en termes de montant. Résidence senior et autres aussi. Donc ouais, c'est hyper large. C'est très large. C'est hyper large. En fait, sur les montants investis, globalement en France, il y a à peu près 70% qui sont dans l'immobilier commercial, par entreprise au sens large, et 30% dans l'immobilier résidentiel. Ok, donc on comprend pourquoi c'est large. Il y a, est-ce que tu dois avoir une idée très précise du type de commerce qui va s'installer dans le bien que tu achètes avant d'acheter? Très bonne question. Alors, soit tu achètes vite, soit tu achètes loué. Déjà, c'est vrai que si tu achètes loué... Si tu achètes loué, tu n'as pas ce problème-là. Mais tu peux quand même te poser la question. Tu connais déjà ta renta, tu connais ton truc. Ouais, parce que tu peux te dire, si cette activité ne tient pas, qu'est-ce qui peut se passer? Quel type d'activité je pourrais mettre? Donc, il faut quand même se la poser cette question. C'est une très bonne question. Et si c'est vide, effectivement, quel type d'activité? Si, par exemple, tu as une gamme d'extraction comme j'évoquais tout à l'heure, tu peux avoir un spectre d'activités qui est extrêmement large parce que tu peux rajouter tout ce qui est restauration en plus des autres activités.
En fait, et donc, en fait, en fonction de l'activité que tu vas installer dans ton local, ça va valoriser plus ou moins ton local. Ouais. Je m'explique. Il y a souvent des demandes, alors je prends l'exemple parce que c'est l'exemple le plus frappant, des petites cellules commerciales dans une ville, tu as un kebab, une restauration rapide, fast-food, en termes de valorisation, c'est-à-dire que si tu dois revendre le bien demain, ça se valorisera moins que si tu installes Zara. Ouais. Tu comprends bien que Zara, tu es sûr qu'ils vont te payer remis sur longue. Et donc, quand un investisseur se positionne, il se dit, tiens, je vais te racheter ton commerce loué. Il va regarder les différents risques associés à cet investissement, les caractéristiques. Et s'il y a locataire Zara, tu sais que le locataire, il va tenir l'aménagement de son bien. Ouais. Il paiera toujours. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est très recherché par les investisseurs. Si tu as quelqu'un qui vient de se lancer, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas mis de caution sur le paiement du loyer, etc., et qui a une activité qui marche très mal, bah, là, en fait, la valeur de ton commerce risque pas d'augmenter d'autant. Donc, ton activité, c'est hyper important de la choisir. Généralement, quand tu as un bon emplacement, tu as le choix du roi. C'est-à-dire que tu mets l'annonce, tu mets la commercialisation, et tu as plein de gens qui viennent te voir, et c'est toi qui choisis. Les gens vous montrent des vrais dossiers, ils t'expliquent c'est quoi leur business plan, ce qu'ils veulent faire, etc., etc. Ça, tu peux l'encadrer dans le bail. Tu dis, ah, tu veux faire la restauration rapide, bah, je te mets dans ton bail l'activité que tu peux faire, c'est restauration rapide. Si demain, il va faire autre chose, tu as la possibilité de l'évincer ou d'augmenter le loyer. Ok. Est-ce que la technique, du coup, pour aller chercher plutôt du cash flow, tu parlais de patrimonial ou cash flow, Ouais. c'est d'aller justement chercher pas les meilleurs emplacements et trouver une exploitation un peu particulière en disant, en fait, ce truc-là, il n'est pas hyper bien placé, mais en fait, il n'y a pas du tout de boulanger autour. Et du coup, ça marcherait bien une boulangerie ici. Alors, en fait, le Covid a aidé. C'est-à-dire qu'avant le Covid, sur les emplacements type commerce, tu avais tout le monde qui voulait investir sur les commerces dans Paris. Ok, parce que tu achetais un commerce à Paris, c'était les biens de commerce, c'était sûr, tu avais le locataire qui payait, le restaurateur qui faisait son chiffre d'affaires. Parce que généralement, dans les quartiers d'affaires, tu avais un. Moi, j'ai travaillé en banque, j'étais en 8e arrondissement, et tous les jours, quasiment, j'allais au restaurant où j'allais consommer à côté de mon bureau, dans un restaurant. Avec le Covid, tu as eu 1 à 2, voire 3 jours de télétravail. Donc, toutes ces personnes-là, avec un pouvoir d'achat important, CSP, CSP+, ils sont partis en région, ok, dans des petites villes, et ils ont consommé 30-40% du temps dans ces régions-là. Donc, les commerçants et les murs de commerce qui étaient là, ils ont baissé en valeur. Ok. Donc, les meilleurs emplacements dans le nouveau paradigme ne sont pas forcément les meilleurs investissements. Après, les emplacements numéro 2 que j'évoque, il y a plus de rentabilité, mais il faut s'assurer que ça reste sur un nœud où c'est bien maillé, où il y a une bonne desserte, il y a beaucoup de flux de voitures et tout qui passent. Après, pour aller chercher du rendement, on peut aller aussi dans les plus petites villes, chercher les très bons emplacements des petites villes. Tu vois, la place principale d'une petite ville où le commerçant principal, il sera toujours installé là. Même s'il y en a un qui fait faillite, il y aura toujours un nouveau commerçant. Par exemple, là, je vais en parler après, mais... Et donc, du coup, ces emplacements-là, en fait, tu arrives à récupérer des rentabilités supérieures à 10%. Moi, j'ai des gens, des participants qui font des rendements à 10, 12, 15, même 20% dans le cadre. Ils achètent vide, ils trouvent un locataire et ils louent... et ils ont un rendement à 20%. Mais bon, ça, c'est assez exceptionnel. Mais sinon, entre 10 et 15, on arrive à le trouver. Mais tu vois, il y a certaines grandes marques de textiles qui ont fait faillite récemment. Ouais, on en a entendu parler, les Naf-Naf. Ouais. Il y avait, comment il s'appelle, Uniqlo. Minelli peut-être aussi, ou j'espère Minelli. J'espère que je dis pas de bêtises Minelli, pour eux. sensation. Bref, il y a pas mal d'enseignes qui avaient des bons emplacements, enfin qui louaient des bons emplacements, et qui sont en station de paiement parce qu'en fait, leur modèle économique est plus viable parce qu'ils se sont pas réinventés, etc., etc. C'est pas parce que les emplacements sur lesquels ils sont ne sont plus viables. La preuve, c'est que ces gens-là, du coup, ils libèrent les emplacements, et ces emplacements-là, ils se relouent tout de suite. Parce que il y a un Sarezza qui est beaucoup plus dans le textile, tu vois, avec la livraison à domicile. Tu as le showroom, tu commandes et c'est livré chez toi. Je prends un exemple, mais ça peut être... Il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris le virage du digital et du physique, donc ils font du digital, ils allient les deux, et ils veulent ces emplacements-là. Donc en fait, en immobilier d'entreprise, c'est ton emplacement qui fera ta valeur dans le temps. Effectivement, certains locataires ils vont avoir des modèles économiques qui vont évoluer. Peut-être certains vont pas péricliter, mais tu les remplaceras. Ok.
T'as quand même des endroits ou des villes où on voit, j'ai vu ces derniers mois, où tu te retrouves avec plein de commerces qui sont vides. Je sais pas si c'est lié au Covid, c'est peut-être des emplacements qui sont moins bons. Comment tu fais pour éviter de te retrouver à faire un investissement et d'avoir les murs qui sont vides, quoi? Bah, ça peut arriver, hein. Donc, sinon, ça serait trop facile si, Ouais. si on gagnait à chaque fois. Le taux de vacances, c'est-à-dire quand tu regardes au niveau France, Ouais. le nombre de commerces vides a baissé par rapport avant le Covid. D'accord. Quand tu regardes le bureau, le nombre de bureaux vides en France a augmenté par rapport au Covid. C'est-à-dire que les gens travaillent plus chez eux. Donc, bah, au fur et à mesure, les entreprises, les chefs d'entreprise disent bah, je peux libérer de l'espace, ça me coûte moins cher. Les gens travaillent chez eux. Mais sur le commerce, c'est très résilient. Les gens, ils veulent consommer. Il y a certaines villes qui ont un problème structurel. Là-dessus, il faut regarder la démographie. Une ville qui perd des habitants, c'est pas bon signe. Donc, c'est l'indicateur principal. Démographie, projet urbain. Est-ce que la ville, la communauté, la région investit sur cette ville pour pouvoir piétoniser, amener de l'animation, du loisir, etc. Le dynamisme de la ville, le pouvoir moyen, enfin le pouvoir d'achat moyen ou le salaire moyen. Tu regardes ça et fait plus que regarder ça, il faut regarder l'évolution de la ville. C'est hyper intéressant parce que sur du résidentiel, c'est des données où on m'a toujours dit qu'il fallait les regarder, etc. Et j'ai pas toujours été pointilleux sur ce truc-là en me disant, de toute façon, même s'il y a une baisse de 2% de la population, bah, il me suffit d'avoir un logement qui est un peu meilleur que le voisin. Et j'avais l'intention de faire quelque chose de bien meilleur que le voisin. Et j'arriverai à louer. Là, sur des petites villes, si on est sur une démographie qui baisse, en fait, le nombre de commerces, il peut être hyper limité. Et finalement, une baisse de 2 ou 3%, ça peut avoir un impact où tu passes de 2 boulangeries à une boulangerie, voire à 0 boulangerie. Et là, t'es terminé, quoi. Généralement, tu passes pas à 0, mais tu passes de 2 à 1. Ouais. Je donne l'exemple, là, je regardais une opération il n'y a pas très longtemps, il y avait 9 pharmacies pour une petite ville. Ouais. C'est beaucoup trop. Il y a beaucoup de vieux, je pense, dans cette ville. Oui, beaucoup de personnes âgées, exactement, beaucoup de vieux. Et je regarde l'opération, et je rentre vraiment dans le détail, dans la liste, je parle pharmacien, etc. Et je me rends compte qu'il va y avoir un rassemblement de trois pharmacies dans un nouveau centre médical. Sauf que moi, j'ai acheté un emplacement qui était à 700 mètres. Je me dis là, quand le truc va ouvrir, moi, mon pharmacien, Ouais. c'est mon client, c'est lui qui va payer mon loyer. Si son chiffre d'affaires il est attaqué, bah, moi, je vais être attaqué directement. Et je ne suis pas allé sur l'opération parce qu'effectivement, tu avais un risque que le gros centre médical cannibalise une partie du chiffre d'affaires de mon pharmacien. Donc, effectivement, c'est des sujets qu'il faut regarder. La densité d'offres qu'il y a. Mais si tu as le meilleur emplacement, imaginons que tu as le centre médical, tu es tranquille. Ouais. C'est pour ça que dans les petites villes, il faut vraiment aller chercher les meilleurs emplacements. Il y a un truc qui m'a toujours étonné, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur ce podcast, mais c'est que les commerces, ils se rassemblent, tu vois. Il y a une rue avec tous les joailliers, une rue avec avec 5 pizzerias, tu vois. On aurait tendance à se dire, de manière un peu mathématique, tu vois, on va tous les mettre à équidistance, de manière à bien mapper tous les restos japonais à Paris. Non, il y a la rue Sainte-Anne, il y a tous les meilleurs japonais, ils sont là et ils sont rassemblés, tu vois. C'est ça. Regarde la rue du Luxe, rue Saint-Honoré, Aussi. Comment on rue explique de la Paix, Champs-Élysées. Sur le luxe, j'arrive un peu à comprendre parce que tu as envie d'avoir Une homogénéité de l'offre. l'homogénéité peut-être de l'offre. Mais sur d'autres commerces, ou je sais pas, le textile au Sentier à Paris, dans le 2e, tu vois, tout le monde vend du textile. En fait, c'est qu'il se crée un écosystème. Alors, ce que tu dis est un peu moins vrai maintenant, D'accord. mais certains quartiers restent, notamment à Paris, c'est très vrai. Dans d'autres quartiers, dans d'autres villes, c'est un peu moins vrai. Et c'est ce qu'on appelle la cohérence de l'offre commerciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que les différents murs de commerce ou les bureaux, ils sont détenus par des investisseurs à chaque fois différents. Donc, tu ne peux pas organiser ta rue. Tu ne peux pas dire, tiens, là, je vais mettre un boulanger, un pâtissier, quelqu'un qui fait un centre de beauté, textile, coiffeur. Tu peux pas, parce que chacun voit son propre intérêt en disant c'est quoi le meilleur loyer que je vais avoir, c'est quoi le meilleur dossier que je vais avoir. Mais généralement, ça se passe côté locataire. C'est-à-dire qu'eux, quand il y a un emplacement qui va se libérer, ils vont en parler autour d'eux. La communauté textile, la communauté on va dire de la restauration asiatique va en parler. Et ils vont dire, bah, attendez, nous, on a un super locataire, et ils vont faire du lobbying auprès du propriétaire pour le faire.
Parce qu'effectivement, bah, tu vois, tu connais, regarde, ça marche extrêmement bien, toi, en tant que consommateur, tu viens de le dire. Dans le sentier, je sais que je vais Ouais. pouvoir trouver des textiles parce que je vais pouvoir comparer tous, mais je vais trouver mon truc et je vais consommer. Quand je vais faire un bon resto asiate, bah, je vais rue Sainte-Anne, je fais 2-3 et je sais qu'il y en a. Ouais. Quand tu es propriétaire d'un centre commercial, c'est exactement ce que tu fais. Tu organises ton offre pour pas que ça se cannibalise, mais pour que ça soit complémentaire. Et ça marche généralement très bien. Ok, on n'a pas parlé des centres commerciaux, mais c'est des trucs qui sont un peu Ouais, c'est un peu inatteignable en c'est termes de valeur. inatteignable parce que en fait, le propriétaire, il a tout le centre commercial, il vend rarement ses unités. Tu peux acheter les galeries commerciales. D'accord. Les galeries commerciales, c'est généralement des petites cellules commerciales qui sont à l'entrée des grands centres commerciaux, des hypermarchés. Ok. Tu sais, généralement, tu as l'hypermarché Carrefour ou Auchan. Et pour arriver dans l'entrée de l'hypermarché, tu as toujours des petits coiffeurs, le serrurier, etc. Ben, ça, ces murs-là, tu peux les acheter. Ok. Alors, quand tu les achètes, il faut faire attention à la santé de l'hypermarché pour être sûr qu'il te draine un flux suffisamment important. Parce que si on appelle ça la locomotive, va mal, bah, tes commerces autour, ils vont aller mal. Ah, t'es hyper dépendant de ça. Donc ça, c'est à faire quand on a un bon rendement, mais plutôt à regarder avec des pincettes. Moi qui aime l'immobilier actif, tu vois, genre aller chercher des pourcentages de renta en plus, plus tu m'en parles, plus j'ai envie de lancer le business aussi à l'intérieur, tu vois, de me dire, j'achète les murs, j'achète des murs où il n'y a pas du tout de pas de porte, Bah un oui. truc vide, tu mets en place une pizzeria, tu fais tourner pendant 2 ans, tu montes le truc et tu vends la totale, tu vois. Alors on est peut-être plus on est plus 100% sur de l'immobilier, mais est-ce que c'est des choses qui se voient ou que tu as fait ou que tu conseilles ou pas Moi, en fait, j'appelle ça l'intensité d'usage. Tu vas voir où je veux en venir. C'est une très bonne idée. Et en fait, aujourd'hui, pour créer de la valeur dans l'immobilier d'entreprise, même résidentielle, il faut amener ce côté actif avant passif. Parce que le coût de l'argent coûte plus cher. Donc, les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc, si tu veux vraiment créer de la valeur, c'est comme ça. Il y a un très bon exemple dans le bureau, le coworking. Le coworking, c'est quoi? C'est, à la base, les entreprises ont besoin de flexibilité parce qu'il y a de plus en plus de startups qui se créent et elles ne peuvent pas se projeter. Bon, j'ai des entreprises, j'ai des startups. Je ne peux pas me projeter en me disant je vais prendre un bail 369, dire que je dois m'engager sur 3 ans, déposer un lourd dépôt de garantie, je dois faire mes travaux d'aménagement et en plus je dois embaucher mes salariés, etc. Et puis surtout, c'est pas mon métier. Enfin, moi, oui, c'est mon métier l'immobilier, mais imaginons que j'ai une boîte, je sais pas, dans la tech, dans l'alimentation. C'est pas mon métier de dire est-ce que là je mets ce type de carrelage, Ouais. est-ce que je vais équiper avec ça, c'est quoi l'isolation, c'est quoi non, c'est pas mon métier. Et je sais pas si je vais avoir 2, 3, 10, 50 salariés dans 6 mois, dans un an. Donc quand tu as zéro flexibilité, quand on avait avant le bail 369, tu as le coworking qui est arrivé en disant moi je vais prendre des bureaux, je les achète, je vais les meubler de manière à ce que ça corresponde à un maximum de boîtes, plutôt des boîtes assez jeunes, dynamiques. Et je vais les mettre en location flexible au mois, à la journée, à la semaine, à l'année. Et ça, c'est exactement ce que tu cites. C'est ce qu'on appelle la gestion active. C'est-à-dire que la personne achète les murs. Moi, j'ai des clients qui l'ont fait. Tu achètes les murs. S'ils avaient acheté juste les murs, ils auraient une rentabilité. Bon, à l'époque, c'était un autre monde. C'était avant les taux hauts. Mais aujourd'hui, on va dire ils auraient du 6, 7, 8 peut-être. Et en faisant le travail de coworker, ils montent à 15, 20 de rentabilité. C'est ça qu'on aime. Tu vois, en double. Tu doubles. Mais tu n'as pas les mêmes contraintes en face. Et donc là, il faut penser automatisation. Est-ce que je peux automatiser l'entrée et le check-in? Est-ce que je peux mettre sur des plateformes? Tu as des plateformes qui existent un peu à l'équivalent de Booking sur le bureau. Et donc, tu essaies d'augmenter ton taux de remplissage. Tu t'exposes à un risque marché. C'est-à-dire qu'effectivement, si demain, tu as une recrise Covid, je sais pas moi, taux de chômage qui explose, les gens, ils vont peut-être couper dans les budgets, ils iront moins un coworking et toi, ton loyer va fortement baisser. Alors que le risque, tu le fais. On est d'accord que tu es censé le faire porter. Parce que je trouve ça intéressant. On s'intéresse énormément à la santé de son locataire quand on fait de l'IMO. Parce qu'on se dit que ça peut se retomber sur nous en tant que propriétaire. Maintenant, même si le marché il se retourne, le locataire en niveau commercial, il est quand même censé te payer. Même s'il se retourne, il est censé te payer. Ouais. Sauf si c'est faillite. Et s'il fait faillite, tu le mets dehors. Tu le mets dehors. D'ailleurs, je sais pas si c'est relativement facile ou si c'est une galère. Si tu compares à l'IMO résidentiel, c'est beaucoup plus facile. Okay. Donc déjà, si la personne ne paye pas, il y a ce qu'on appelle dans le bail une clause résolutoire. C'est très simple, c'est que grosso modo, c'est business to business. Quand tu fais l'immobilier d'entreprise, ton locataire en face, c'est l'entreprise.
c'est pas une famille avec des enfants qui est protégée par une trêve hivernale, qui est protégée par le système qui fait qu'on va pas mettre des enfants et une famille dehors comme ça. Là, une entreprise, tu la mets dehors, elle paye plus, c'est le business. Donc, Ok. c'est beaucoup plus dynamique en termes d'éviction. Mais on regarde beaucoup le locataire parce qu'effectivement, beaucoup de gens faisaient de l'immobilier entreprise pour acheter la sérénité. Et donc, si ton locataire va bien, tu t'endors sur tes loyers. Aujourd'hui, C'était laurier ou c'était loyer, t'as dit? sur tes loyers, pardon. Sur les deux, du coup. Sur les deux. J'aime bien cette expression. Là, si tu veux faire la gestion active et avoir plus de rendement, bah, tu dis, bah, le locataire, je vais pas en prendre. C'est moi qui vais faire son activité. Le coworking. Il y a dans l'immobilier commerce, il y a ce qu'on appelle les pop-up stores. C'est-à-dire que tu as un bon emplacement, au lieu de louer à une enseigne qui va s'installer pour 5 ans, 10 ans, tu mets à disposition ton bien, tu le décores cool, et les marques qui veulent se lancer, elles mettent à disposition, tu les mets à disposition un jour, une semaine, ils font des produits de lancement, et donc du coup, ils communiquent sur leur réseau, venez là, rue du Temple, j'en sais rien. Il y en a plein rue du Temple. Oui, il y en a plein rue du Temple. Et du coup, tu loues un peu comme la location saisonnière en immobilier résidentiel. Ouais. Et rue du Temple, tu loues pendant les Fashion Week aussi, à des prix incroyables. Tu as les studios d'enregistrement qui cartonnent aussi. Tu as tout ce qui est événementiel. Moi, je me rappelle, j'avais vendu un hôtel particulier qui faisait que de l'événementiel. Fashion Week, ça m'a donné l'idée qu'on en a parlé. Et c'était incroyable parce que c'était loué pas très souvent, mais à des prix extrêmement chers. C'était 4 mètres de hauteur sous plafond, etc. Et donc, bah, les gens à Fashion Week, Chanel, Dior, les grosses marques, ils louaient. Et lui, ça lui faisait une rentabilité incroyable. Incroyable. Alors que le truc était vide 4/5 du temps, quoi. Oui, mais c'est ça qui est génial. Parce que du coup, si c'est vide, ça vieillit pas. En plus, ouais. En termes d'usage, ça vieillit pas. Alors que moi, les appartements en location saisonnière que j'avais, je peux te dire que chaque année, ils étaient repeints. Ouais. Ok, très intéressant. Il y a d'autres manières d'aller chercher des points de renta qu'on aurait oublié. Il y a ajouter l'extraction, on en a parlé. Ouais, ça arrive. Il y a ça, c'est un taf presque juridique, avec la copro, etc. Pour aller... et là-dessus, tu peux gagner... tu peux gagner 10, 15, 20% de hausse sur ton loyer, donc de valeur sur ton bien. Ok. T'as plein de points, en fait, t'as plein de points, ils sont principalement juridiques, il faut déjà avoir une vision. C'est-à-dire qu'effectivement, tu achètes un local, tu achètes des bureaux qui sont loués, j'ai une bêtise, 500 € le mètre carré par an. Généralement, en bureau, on donne le loyer par mètre carré par an pour avoir un référentiel commun entre tous les acteurs. Je te donne un exemple, tu achètes des bureaux dans Paris à 500 € le mètre carré par an, loués à 500 € le mètre carré par an, tu vas acheter 10 000 €, 5% de rendement. Et en fait, tu as une vision. Tu te dis, en fait, c'est un très bon emplacement. Soit je fais un espace de coworking, soit je vais entièrement rénover et je vais louer ça non plus 500 €, mais 1 000 € le mètre carré par an. Donc, je vais doubler mon loyer. Donc, j'évince mon locataire, je fais des gros travaux, mais je vais intéresser une autre typologie de clients, des avocats. Donc, voilà, ils vont poser leurs affaires. Eux, ils veulent recevoir des clients, ils veulent les bureaux qui soient nickel. Ouais. Je vais louer ça à 1 000 € le mètre carré par an. Et du coup, vu que je vais avoir un loyer beaucoup plus élevé, là, je vais doubler en retirant bien sûr les travaux, je fais des raccourcis, mais du coup, tu vas presque doubler la valeur de ton bien et de ton investissement. Ça m'a fait vraiment plaisir, c'était hyper cool de faire davantage sa connaissance et d'apprendre sur ce marché que je connais pas du tout. Tu vois, après 140 épisodes, il y a encore des trucs qui représentent 70% de l'immobilier dans le monde et que j'ai pas couvert de manière exhaustive, et je pense qu'on l'aura jamais couvert de manière exhaustive, mais tu soulignes une vraie opportunité si les prix baissent en ce moment, si c'est quelque chose qui est relativement passif. Si en plus tu arrives à mettre un peu les mains dans le cambouis et sortir quelques belles rentas, ça coche toutes les cases du podcast. Moi, si je parle d'IMO actif sur le podcast, c'est parce que aussi on suit le marché et c'est plus cher de lever de l'argent, donc allons chercher un peu plus de rentabilité. Donc voilà, ça coche toutes les cases, c'est intéressant. Merci à toi. Merci, c'était hyper cool. Et je vais commencer à regarder les petits commerces en bâtiment. Commerce en 2024, pour toi, Jérémy, du coup franchement, je serais chaud. Hein. Je serais chaud. J'essaie de trouver un truc sympa. Franchement, ça serait chouette à financer sur Tokimo. Allez, à plus. Ça marche. Salut, Jérémy.